On a bien entendu, je vais lancer la première question, comme ça permettra après d'enchaîner. On a bien entendu dans vos différentes interventions que finalement la notion de tension est parfaitement et constamment présente, à la fois dans dans la diachronie, c'est-à-dire l'évolution historique et historico-sociologique, et dans la synchronie, c'est-à-dire le temps actuel de confrontation entre services publics et individus dans notre société, en fonction de leurs pratiques religieuses, de leurs croyances. Ça, c'est un premier élément. Puis un deuxième élément, c'est, on peut dire, la tension entre le cultuel et le culturel. Ça, c'est un autre aspect qui est, je pense, tout à fait essentiel. Dans le passé, j'ai eu l'occasion de travailler à l'échelon européen dans une institution qui s'appelle le Conseil de l'Europe, et j'étais dans un groupe de travail, groupe de réflexion qui était, vous allez voir le thème, la prévention des conflits par le dialogue interculturel et interreligieux. Qui a échoué totalement, évidemment, puisque vraiment les conflits, pour des raisons interreligieuses ou interculturelles, ne se sont jamais aussi bien portés. Mais ça n'a pas empêché qu'on a quand même bien réfléchi à la question. C'était d'ailleurs très intéressant dans le prolongement du grand bouleversement de 1989, donc dans les années 90, à partir de 95. Ce qui était très intéressant à ce niveau de comparaison européen, c'est que souvent, bien sûr, les questions linguistiques se posent. Au Conseil de l'Europe, il y avait deux langues officielles, il y a toujours le français et l'anglais, puis des langues de travail. À l'époque, l'allemand et l'espagnol et l'italien. Et ce qui était très frappant, c'est que le mot laïcité ne se traduisait pas. C'était quasiment intraduisible, avec beaucoup de difficultés. Alors, je vais vous interroger là-dessus, parce que certainement cette dimension, c'est pas de surprise, les Turcs, et la Turquie était membre du Conseil de l'Europe depuis 1949, les Turcs étaient ceux qui comprenaient le mieux le terme laïcité, et peut-être vous allez nous expliquer pourquoi, avec l'influence de Kemal Atatürk, qui avait construit son modèle sur le modèle de la laïcité à la française. On voit le chemin, j'allais dire, parcouru depuis 30 ans en l'espèce. Comment est-ce qu'on explique, est-ce que les travaux ont suffisamment été un peu documentés pour évoquer cette spécialité, si je puis dire, ou cette spécificité, peut-être que c'est une représentation de la laïcité à la française? Peut-être Philippe Gaudin. Merci. Alors, c'est vrai que la règle générale, c'est que toute traduction est une trahison, vous connaissez la formule, mais en même temps, je crois qu'il n'y a pas de langue absolument unique, et on peut toujours tout traduire. Donc, il faut un petit peu dédramatiser cette question-là. Donc, je pense qu'il y a des difficultés, tout simplement parce que le mot laïcité est lui-même extrêmement récent dans l'histoire de France. C'est un débat très technique, très compliqué, enfin bon, bref. Bon, moi, j'aime bien l'idée selon laquelle le mot aurait fait sa première apparition dans la langue française au début des années 70, quasiment pendant la Commune, lors d'une délibération. Oui, 1870. Oui, j'ai dit quoi, 1900 Non, vous avez dit les années 70. Oui, 1870, évidemment. Comme c'est le retour, comme on a connu le retour à la période Pompidou, on aurait pu confondre. Autrement dit, le mot laïcité est très récent dans l'histoire de la langue française. Par contre, sa racine est très ancienne. Elle vient du grec, laos. Alors, il y a au moins 4 ou 5 mots pour dire Laos en grec, et bizarrement, d'ailleurs, c'est le mot qu'on a choisi dans la traduction de la Bible de l'hébreu vers le grec, ce qu'on appelle la Septante, c'est-à-dire, on va dire grosso modo, le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et c'était le mot qu'on avait employé pour parler du peuple sacré, Laos, avec cette idée selon laquelle c'est pas simplement le démos ou simplement ethnos, mais dans l'idée que le Laos a une particularité qui rassemble les gens. Madame la préfète faisait référence à la conférence d'Ernest Renan que vous allez trouver très facilement sur Google, c'est Qu'est-ce qu'une nation, c'est une conférence qui a été prononcée à la Sorbonne, qui est un très, très beau texte. Donc, le Laos, le peuple, au fond, et il y a un mot très ancien qui nous vient du latin ecclésiastique, le laïc avec un C, ce qu'on appelle le substantif, c'est l'homme du peuple
par opposition au clerc, voilà, membre du clergé, voilà. Donc la laïcité, c'est ce qui a le caractère d'être populaire, et précisément depuis la Révolution française, au fond, nous sommes tous, sans exception, membres du peuple. Donc il y a une universalité de ce point de vue-là de l'appartenance au peuple, et donc une forme d'universalité de la laïcité. Alors, après, quand on essaye de le traduire d'un point de vue plus juridique et politique, c'est un peu compliqué. Et soit on dit laïcity, pour prendre une espèce de globish English qu'on est censé comprendre, soit on va dire sécularisme, et là c'est un peu un problème, puisque le sécularisme, c'est cette idée que effectivement les progrès de l'histoire vont évacuer la question religieuse, alors que l'expérience nous prouve plutôt le contraire. Quant à la Turquie, c'est très intéressant, c'est un superbe malentendu, hein, c'est-à-dire que les spécialistes d'Atatürk le considèrent plutôt comme un réformateur musulman. C'est-à-dire qu'en fait, Atatürk, il a mis l'islam comme religion traditionnelle. Hein, et le propre des religions traditionnelles, c'est qu'elles s'organisent localement et indépendamment de la sphère étatique. Mais ça se passe au niveau local et au niveau populaire. Il a mis l'islam sous la botte de l'État pour le surveiller, pour le contrôler. Et il en reste encore quelque chose. Hein, je veux dire, aujourd'hui, c'est le nombre de fonctionnaires le plus important de l'ensemble de la fonction publique turque, ce sont les fonctionnaires qui travaillent précisément au nom de l'islam. Donc c'est une fonctionnalisation de l'islam. Donc en ce sens-là, c'est vrai qu'il y a une culture laïque au sens de la modernisation à marche forcée de la Turquie par rapport à un islam que Atatürk jugeait réactionnaire ou passéiste. Mais en même temps, la laïcité à la turque, c'est le contraire de ce que nous appelons laïcité depuis la loi de 1905. Je ne veux pas être trop long. La sécularisation ne nous a pas apporté la preuve que les religions disparaissent ou que la question religieuse disparaît, mais par contre, nous savons que la sécularisation continue. C'est ça qui est très intéressant, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être non plus complètement pessimiste. Si vous voulez, la sécularisation, c'est le fait que les pays du Maghreb sont entrés dans ce qu'on appelle la transition démographique. Il n'y a rien de plus important que cette question-là. La transition démographique, c'est quand les femmes font, en gros, 2 enfants. Alors après, si ça tombe en dessous, on est mal, hein, vous êtes au courant. Hein. Le beau système de retraite se casse la gueule. Hein. Donc il faut aussi, voilà, il faut participer au il faut se débrouiller pour que la vie continue, que ça ne soit pas uniquement la charge des femmes, sans doute. Mais bon, donc, c'est très compliqué, les causes, les raisons pour lesquelles on entre dans la transition démographique, mais à ce moment-là, tout change. Tout change. Ça veut dire que la fonction des femmes n'est plus simplement de faire des enfants et de s'occuper d'eux. Donc on change complètement de modèle. Le Maghreb est entré dans sa transition démographique. Le Maghreb se sécularise. Quand Khomeini est entré à Téhéran, il y avait peut-être 15% de filles à l'université. Aujourd'hui, il y a 51 ou 52% d'étudiants qui sont des étudiantes en Iran. Donc je vais faire le prophète, ils ne tiendront pas. Ils ne tiendront pas face à la force des femmes. Ils ne tiendront pas. Et ça sera, je pense, une bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà. Allez-y. Alors, madame, merci. Comment on fait quand on est face, dans la laïcité, à faire face au racisme qui est lié à la religion parfois? Oui, on tombe sur un autre concept juridique qui est celui de la discrimination, qui est sanctionné pénalement. Si vous voulez, c'est de la discrimination, mais c'est le cadre sur lequel pénalement on peut intervenir. Alors on ne pourra pas intervenir, je veux dire par là, on ne pourra pas empêcher l'expression de ce racisme-là, mais on pourra le sanctionner. Et c'est à travers... là on ne retiendra pas la base de la laïcité. Sans être raciste, le fait d'avoir le conflit religieux, ça peut apporter une confusion. Oui, mais si vous voulez, dans la sanction, on trie. Je suis désolé, mais on ne peut pas retenir. Le fait d'être religieux, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est pas sanctionnable.
c'est l'expression de sa religiosité en disant « vous êtes une femme, je ne veux pas vous parler », il y a une discrimination qu'on peut introduire en fonction, effectivement, mais ça, c'est une sanction pénale. On n'est plus vraiment sur la laïcité en soi, puisque la laïcité permet de tout dire pour un usager. D'accord? Je le vois comme ça. Mais c'est justement la limite de ce qui a été dit, quoi. Alors, pour bien qu'on comprenne, il faut repasser le micro à Jeanne Coutière. Merci. Si je puis me permettre, peut-être, comme je connais le métier de madame, peut-être que les questions aussi sont pratiques. Peut-être un usager arrive et puis fait du racisme ou de la religiosité ou peu importe. Comment un agent peut se comporter? C'est un peu ça l'idée aussi de ce que l'on veut faire. Comment, parce qu'on ne sait pas en pratique comment on fait. Voilà. Quand on est derrière plutôt un guichet. Ben, écoutez, ce qui est proposé, indépendamment de ce que je rappelais tout à l'heure, c'est que le chef de service peut faire appel au référent laïcité, mais en général, j'ai pas le don d'ubiquité, je peux difficilement, si je suis au Mont-de-Marsan, aller à Mimizan ou sur l'instant, c'est pas possible. En revanche, ce qui est important, c'est que vous fassiez appel effectivement à un tiers, votre chef de service en particulier, pour essayer d'entamer un dialogue par rapport à ça, ce comportement qui n'est pas acceptable, à la fois sur le plan des principes des rapports, j'allais dire bêtement, ou simplement, comme vous voulez, de la pure courtoisie. On s'adresse à un agent qui exerce un service public, on a un service à lui demander, on s'adresse à lui de manière correcte, quelle que soit sa religion, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa taille, tout ce que vous voulez, je veux dire. Ok ? C'est absolument inadmissible. Bien. Alors, quelle réponse peut-on apporter? Je n'en ai pas intrinsèquement. C'est simplement à partir de là, c'est d'avoir rappelé ce qu'est le rapport humain entre homme-homme, femme-femme, si vous voulez, c'est-à-dire tout ce qui est possible. Mais je ne vois pas très bien sur le plan... évidemment, alors ma réponse ne peut pas vous satisfaire, parce qu'on temporise, oui. On temporise, on essaie de faire comprendre ce pourquoi on est là, ce pourquoi la personne en face est là, ce qui nous différencie. Et c'est vrai que vous avez raison. Quand vous appelez à l'heure actuelle des offices de HLM, etc., vous avez un petit message qui est dit. N'oubliez pas que vous devez garder votre calme, ne pas invectiver, enfin je vais appliquer la formule, mais ça revient à ça. Vous allez parler à quelqu'un qui essaie de vous rendre service. Il n'est pour rien dans le dysfonctionnement que vous subissez. Il va essayer de trouver une solution. Il ne va peut-être pas la trouver. Ce n'est pas une raison pour lui faire porter le fardeau de tout ce que vous supportez et que vous exprimiez à ce moment-là. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, malheureusement, ça s'exprime aussi de manière beaucoup plus large à travers les réseaux sociaux, mais c'est un autre problème. Je passe la parole à Philippe Gaudin, oui. Alors, comment dirais-je, votre question est à la fois très précise et très très large. Pour la partie la plus précise et la plus pratique, il y a quelque chose qui s'appelle la DILCRA, c'est la Direction interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Donc il y a toujours moyen de joindre ces gens qui vous mettront en contact sans doute localement avec des responsables qui pourront vous guider. Donc il y a un secrétariat d'État à l'égalité homme-femme notamment et à la lutte contre les discriminations et à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc il y a certainement des possibilités de réponse. Par rapport à la question de la laïcité, ça me donne l'occasion de développer un petit peu une petite réflexion qui montre bien comment les questions les plus théoriques sont liées aux questions les plus pratiques. Je suis en situation de formation avec des fonctionnaires de la mairie de Paris. Bon, c'est presque une fonction publique en soi, la mairie de Paris. Et il y a le service notamment de la propreté. Voilà. Alors, il se trouve, parce que ça c'est une question historique et sociale, que dans certains services ou dans certains arrondissements, par exemple, la totalité des éboueurs sont d'origine malienne. C'est comme ça. Alors, il n'y a pas un petit jeune homme malien qui, à 10 ans, s'est dit au Mali
le rêve de ma vie, c'est d'aller vider les poubelles à Paris. Vous connaissez la chanson de Pierre Perret. Voilà. Et il se trouve qu'ils sont à Paris. Alors, leur vie n'est pas un enfer, et c'est une profession qui est assez bien payée, en tous les cas à Paris. Bon. Ils sont tous musulmans, les gars. Bon, c'est comme ça. Et donc, avant d'aller au boulot, la plupart du temps, le matin, ils prient ensemble sur leur lieu de travail, si vous voulez. Donc, ça pose un léger problème. Et puis, la chef du service, c'est une femme. Et alors, ils auront du mal à lui serrer la main, par exemple. Et ça, c'est pas forcément lié au fait qu'ils sont maliens, mais c'est lié au fait qu'il y a des discours religieux qui sont à la fois très contemporains et très traditionnalistes et très rétrogrades, et qui vont vous expliquer qu'un bon musulman, quand il est un homme, ne peut pas serrer la main d'une femme. Donc là, on est face à un casse-tête, en quelque sorte. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que le rôle de la loi n'est pas de nous dicter notre conduite à chaque instant. Ça, c'est très important. On a complètement oublié le fondement du libéralisme politique, qui est dans la déclaration de 89. Le rôle de la loi est d'interdire, mais l'espace de la liberté est infini, en quelque sorte. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et donc, il ne faut pas chercher à vouloir combler en permanence. C'est ce que le doyen Carbonnier détestait, c'était la notion de vide juridique, comme s'il fallait qu'il y ait un plein juridique. Alors je vais faire le pédant, il y a un vieil adage dans le droit romain, c'est summum ius summa ignura. Là où il y a trop de droits, il y a de l'injustice finalement. Et donc comment ils se sont débrouillés à la mairie de Paris? Ils ont dit quand la chef et son adjoint, donc c'est une femme qui est chef, elle a un adjoint qui est un homme, et que ostensiblement les équipes serrent la main du gars et refusent de serrer la main de la femme, alors là, il y a une discrimination et c'est sous le coup d'un règlement. Mais on ne va pas se mettre à faire des législations délirantes sur toutes les questions qui vont dicter notre conduite à chaque instant. Voilà. Après, maintenant, la question que vous soulevez est une question assez difficile. Ce qui est interdit, c'est effectivement les déclarations racistes ou, comme on dit, antisémites. Voilà. Et là, ça pose un problème, si vous voulez, parce qu'il y a le débat et le combat autour de la notion d'islamophobie. Voilà. Je ne veux pas être trop long, mais c'est tellement important, ces questions-là. Alors d'abord, le mot islamophobie, qui est un mot français avec une racine grecque. Phobein, ça veut dire craindre, ça ne veut pas dire détester, ça veut dire craindre. Il a été inventé dans la langue française, figurez-vous, par l'administration coloniale. Et il y avait des administrateurs qui disaient « la catastrophe, c'est les petits administrateurs locaux, notamment en Algérie, qui détestent tellement l'islam que ce sont de mauvais administrateurs ». C'est comme ça, c'est l'origine du mot dans la langue française. Et après, le décollage mondial du mot, c'est quand des agences du Labour, du New Labour en Angleterre, ont lancé ce thème d'islamophobia pour dire qu'ils étaient vachement sympas, etc., qu'ils allaient tout arranger avec ça. Et à ce moment-là, les islamistes se sont emparés du concept d'islamophobie. Et ça pose un problème. Alors, c'est pas très intelligent d'avoir une espèce de haine en bloc contre une religion en bloc. C'est pas une preuve d'intelligence remarquable. Mais ce qui est absolument... Mais on a le droit de détester une religion, après tout. Ce qui est totalement contraire à la loi, c'est de porter atteinte à l'intégrité des personnes au nom du fait qu'ils ont telle ou telle religion. Et c'est tout le problème de l'antisémitisme. C'est-à-dire que, est-ce que l'antisémitisme... Alors, moi, au Conseil de l'Europe, je ne sais plus qui en parlait, voilà, ces gens. Au Conseil de l'Europe, effectivement, moi j'ai été sollicité sur cette question-là. Et alors moi j'ai dit, écoutez, on a le droit de critiquer sévèrement le judaïsme et d'être hostile au judaïsme comme religion. On a le droit de détester la politique de l'État d'Israël. Mais on ne peut pas en soi détester les personnes juives. Et donc c'est toujours un glissement très dangereux de vouloir calquer la notion d'islamophobie sur la notion d'antisémitisme. Voilà. Et nous savons que depuis le 7 octobre, il y a eu un regain d'antisémitisme très fort. Donc vous voyez, là on part sur des généralités. Alors, les pouvoirs publics, et notamment le secrétariat dont je viens de vous parler, essayent de se saisir de la question. Donc, Aurore Berger s'était saisie de la question, j'avais été sollicité pour travailler sur cette question-là, le gouvernement s'est cassé la gueule.
Othman Nasrou, qui est le nouveau, qui est un Français, enfin qui est français-marocain, il a la double nationalité, qui est maintenant le secrétaire d'État en charge de ces questions-là, nous a ressollicité, et j'espère de ne pas dévoiler un secret d'État, sa lettre de mission nous est arrivée mercredi soir. Alors je ne sais pas. Mais heureusement, il y a quand même l'idée il y a des affaires courantes, mais il y a aussi une continuité de l'administration et des questions de fond. Et aujourd'hui, la société, elle est traversée par la question du racisme et de l'antisémitisme. Et donc, il y a quand même un rapport avec la laïcité quand on commence à s'autoriser à détester des gens sous prétexte qu'ils ont telle religion. Donc, il faut poser cette question-là. Il faut travailler là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Alors, monsieur. C'est pour rebondir par rapport à votre discours. C'est pas une question, mais une réflexion. Je me pose la question. Excusez-moi, vous m'avez pas entendu? Vous m'entendez? D'accord. Je disais, c'est plus une réflexion qu'une question. Je me pose la question, quand on parle des religions, c'est pourquoi mon ami imaginaire serait meilleur que ton ami imaginaire? Je ne sais pas trop quoi vous répondre. Alors écoutez, je ne sais pas, je vais faire le philosophe puisque vous me provoquez. Alors, le grand philosophe de l'amitié, c'est Aristote. Et Aristote a dit, voilà, l'amitié, il y a 3 sortes d'amitié. Il y a l'amitié par, comment dirais-je, par intérêt, en quelque sorte. Il y a l'amitié par plaisir et l'amitié par vertu. L'amitié par intérêt, c'est le fait que, voilà, j'aime mon boulanger et mon boulanger m'aime, mais ça vient surtout du fait que j'espère qu'il me donne du bon pain et le boulanger espère que je serai un client fidèle. Voilà. L'amitié par plaisir, je sais pas, je fais du rugby puisqu'on est ici, et donc il y a une communauté, il y a une fraternité quand on joue, etc. Mais bon, peut-être que mon collègue qui est dans la même équipe que moi n'est pas forcément un ami très proche. Et puis il y a l'amitié par vertu. Alors ça c'est très intéressant. Ça veut dire qu'au fond des véritables amis, c'est des gens qui regardent dans la même direction. Et dans la philosophie d'Aristote, ça veut dire regarder dans la direction du bien, en quelque sorte. Ça c'est assez beau et intéressant. Et alors il y a une formule d'Aristote qui est sublimissime. Il dit la chose suivante. Il dit ceux qui ont la justice mais qui n'auraient pas l'amitié, ne pourraient pas être déclarés heureux. En revanche, dit Aristote, ceux qui auraient l'amitié, la véritable amitié, l'amitié la plus profonde, l'amitié par vertu, ceux-là, de ce fait même, auraient aussi la justice. Donc ça, c'est très extraordinaire. Donc vous voyez que l'amitié a une valeur morale et spirituelle très très élevée dans la philosophie d'Aristote. Alors, je pense que effectivement, ce qui serait merveilleux, c'est qu'on invente une amitié imaginaire qui soit un peu semblable à ce que Aristote appelle l'amitié par vertu et qui me permette d'entrer en relation amicale, dans son sens le plus noble, avec quiconque, en quelque sorte. Et moi, il me semble que la question du dialogue avec des gens qui ont des convictions religieuses ou convictionnelles différentes, ils doivent s'accorder sur le fait que si nous sommes tous autour d'une grande montagne, le sommet n'appartient à personne. Et que chacun gravit la montagne par un versant, donc ne voit pas le paysage de la même manière, a une expérience tout à fait différente. Tout le monde grimpe, le sommet n'appartient à personne. Les athées ne sont pas dénués de spiritualité et de noblesse éthique. Dans l'ensemble des religions, il y a des gens extraordinaires, de la même manière que dans toutes les idéologies politiques et dans toutes les religions, il y a des canailles, en quelque sorte. Donc voilà, tout ce qui monte vers le haut converge. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, je ne pense pas, mais en tous les cas, vous m'avez permis de philosopher, je m'en excuse. Et je me permets de rebondir sur la dernière expression, tout ce qui monte vers le haut converge, c'est une phrase de Teilhard de Chardin. Tout ce qui monte converge. Voilà. Robert, tu veux dire un mot? Non pas sur la fin, mais... mais peut-être... Et à propos en particulier de la dimension de la justice. Hein, la justice et le droit et
et la vertu. Oui, oui. Enfin, ce qui m'interrogeait, c'est votre expression « mon ami imaginaire vaut mieux que ton ami imaginaire », c'est ça? Ah, le mien, oui. Et imaginaire, alors bon, il y a le mien et le tien, donc la différenciation. Alors j'entends votre propos qui interroge au fond sur la proximité qu'il y a entre certaines personnes et le sentiment qu'on a que d'autres sont loin de nous. On a un ami par priorité et nos amis valent mieux que les amis des autres qui sont autres, en quelque sorte. Puis l'autre, donc ça, je pense que c'est un phénomène humain qui se ressemble, s'assemble. Peut-être. Et puis alors, c'était l'idée d'imaginaire qui me mettait plus en difficulté. Enfin, alors là, oui, ça fait référence, selon moi, peut-être quand même au fait que on est obligé d'imaginer le monde, si vous voulez. C'est-à-dire de le construire dans des représentations. Alors le problème, c'est que ces représentations peuvent, disons, évoluer en idéologie fermée, en idéologie agressive. Ça aussi, c'est une expérience humaine fréquente et qui peut être source de conflits. Alors le problème de la vie entre les hommes et puis de la vie d'une société, de la vie d'un petit groupe et de la vie d'une société, etc., c'est à la fois, et c'est l'ambition de la démocratie, c'est la démocratie part du principe que nous sommes potentiellement en conflit, n'ont pas les mêmes intérêts. Nous sommes nécessairement en opposition. Mais nous avons la capacité de dépasser ces oppositions, etc., pour construire quelque chose qui est commun. Voilà, pour construire un monde commun. Et donc, mes amis sont mieux que les vôtres, ça c'est certain, j'en suis absolument sûr. Pourquoi? Parce que moi je suis mieux que vous, etc. Et j'ai pas les mêmes intérêts que vous me gênez parce que vous faites ceci, vous faites cela, vous êtes en travers de mon chemin. Mais si nous sommes en démocratie, c'est la quête de la démocratie, c'est que il faut à la fois instituer les différences et les conflits, les laisser jouer et en même temps les dépasser. Ouais, je sais pas, c'est un peu ce que suscite votre remarque. Voilà. Et finalement, la laïcité fait partie de cet espace que nous construisons ensemble, en commun. C'est une des notions qui habite ce qui, en principe, est censé nous réunir, malgré notre diversité. Madame Sansou? Oui. Oui, allez-y. Oui, justement, pour revenir peut-être à la question de la dame, par rapport à le comportement qu'on peut avoir avec un usager ou dans l'autre sens, le comportement que l'usager doit pouvoir avoir aussi vis-à-vis d'un agent qu'il a en face. Moi, je rappellerai juste vraiment cette notion d'égalité, cette notion d'égalité de traitement. Et ça, je pense que les usagers, à force, vont pouvoir la comprendre. Lorsqu'un usager arrive devant un agent et qu'il est traité de la même manière, que tous les usagers soient traités de la même manière, donc rappeler c'est l'égalité, la notion aussi de laïcité quand elle s'avère être nécessaire, parce que normalement l'usager qui arrive, je parle un petit peu en général, hein, il arrive comme il est, et souvent ce à quoi peuvent être confrontés les usagers par rapport au service public, c'est qu'en fait on demande pratiquement à l'usager de respecter la laïcité qu'on doit demander à l'agent. Et ça, je vous parle en connaissance de cause, parce que j'ai accompagné des personnes par rapport à certaines discriminations pour lesquelles ils ont été victimes, où on arrive dans un lieu public, on leur dit vous êtes dans un lieu public, vous devez être habillé de telle ou telle manière, ou vous comporter de telle ou telle manière. Sauf que la loi, elle s'applique pas forcément sur l'habillement ou comment les gens parlent, ou comment... voilà, il y a cette notion d'identité aussi, que souvent on essaie de gommer sous prétexte de la laïcité ou quoi. Ça, je tiens à le rappeler. Mais
l'usager, pour avoir été aussi dans le service public et être quelqu'un derrière le comptoir, c'est-à-dire agent, l'usager, à force, on lui rappelle aussi ce respect qui est juste tout simplement le respect du vivre ensemble et toutes les choses qui peuvent être dites, qui ne sont pas, voilà, qui peuvent être des insultes, qui peuvent être du racisme, c'est pareil, c'est puni aussi. C'est puni, il faut le rappeler. Et l'usager, à force, va comprendre, la loi, elle est valable pour tous et l'égalité, elle est valable de ce côté du comptoir, du guichet, comme de l'autre côté. Et ça, pour avoir vraiment travaillé 1 an à rappeler ces notions-là, que je sois d'un côté ou de l'autre, parce que vous savez, on est victime d'un côté et de l'autre. Et je pouvais être victime à la fois en tant qu'usager et j'ai été victime à la fois en tant qu'agent. Donc, ces choses-là, le vivre ensemble... Et cette notion d'égalité, en fait, on a un idéal. On est un idéal, quand on parle de laïcité et des valeurs de la République, c'est un idéal, mais dans la société de tous les jours, on l'a pas encore. Et donc, on se bat, on continue à se battre. Et quand vous rappelez que normalement, on aurait dû dépasser tout ça depuis très très longtemps, le visage de la France a changé, le comportement des gens a changé. C'est la France que je connais moi maintenant, c'est pas la même France qu'a connue mon père les années 60, réellement, dans le comportement. Voilà, ça c'est... Oui, mais mon père aussi. Donc voilà, donc il y a tous ces rappels à faire, et ces rappels à faire dans l'égalité, de dire voilà, en fait, vous avez des droits, j'ai des droits, donc respectez les miennes comme je peux respecter les vôtres, et dans l'égalité de comportement. Il arrive, mais vraiment, c'est des choses qui arrivent très très souvent. Alors les agents n'acceptent pas qu'on dise ce genre de choses, mais je le dis d'autant plus à l'aise où j'ai été pendant 1 an derrière le guichet. Quelquefois, on peut vraiment avoir des comportements qui peuvent prêter à confusion en face, des comportements, de la différence de traitement lorsqu'on a un usager qui est en face, qui peut-être pas du même, de même association sportive que nous. Comme ça, on reste vraiment light. Et voilà, donc ça c'est important, c'est de la pédagogie, c'est de la pédagogie, et c'est de la pédagogie dans les droits, de dire voilà, en France les droits sont les mêmes, que je sois de ce côté-là ou de l'autre côté, et le rappeler, le marteler, donner des exemples et faire de la médiation. En fait, on fait de la médiation quand on est agent, on est là, mais on fait énormément de médiation, et l'humain en face, à force, quand on trouve quelqu'un de bienveillant en face, on peut arriver avec ses colères, on peut arriver avec ses frustrations en tant qu'agent, en tant qu'usager aussi, parce que c'est vraiment les deux. On peut arriver en tant qu'usager avec des choses, avec des expériences peut-être négatives face à un autre agent dans un autre département, et on arrive avec toutes ces colères-là. Donc comment, en tant qu'agent, peut-être c'est ce qui est demandé aujourd'hui, comment en tant qu'agent on appréhende tout ça, comment est-ce qu'on peut rappeler la loi sans être blessé, parce qu'on n'est que des humains en face, et pas reprendre nos colères aussi, et donc colère contre colère, forcément ça donne pas quelque chose de bon, mais par contre de la bienveillance et de la communication bienveillante et non agressive permet quelquefois l'usager en colère en face, quelquefois avec de la bienveillance on arrive à atténuer et arriver enfin à trouver du dialogue. Merci beaucoup pour... Il y a Robert Lafort qui m'a fait signe après Bernard, et puis il y a une dame qui a levé la main dans la salle depuis un moment, pardon. Oui, je voulais juste... je vais ramener le juriste. Si vous voulez, il faut se rappeler qu'en droit public français, l'usager a été placé dans une situation qu'on appelle légale et réglementaire. C'est-à-dire, au nom du principe d'égalité, justement, il n'est pas maître de sa situation. C'est le service et la loi et la réglementation qui déterminent sa situation. Alors cette réalité, elle est bousculée, je dirais, dans la période contemporaine, parce que d'abord il y a un changement des rapports entre les individus et les institutions qu'il resterait à analyser, qui font que les individus demandent une prise en compte beaucoup plus approfondie de leur situation, avec une attention à leurs caractéristiques propres, à leur situation individuelle. Il y a une demande qui a évolué. Et puis par rapport à ça, le service, d'ailleurs, et à mon avis c'est une des difficultés, les services publics sont dans une tension que je qualifierais simplement en disant s'agit-il du service public ou du service du public ?
traditionnellement, le service, c'est le service public, c'est pas le service du public, c'est le service de l'intérêt général. Et notre société, pour le meilleur et pour le pire, mais enfin c'est une question qu'il faut envisager, notre société évolue vers une conception plutôt du service du public, c'est-à-dire l'administration doit répondre aux attentes individuelles, doit prendre en compte les gens, etc., etc. Donc il faut voir, ce basculement, à mon avis, doit être manipulé avec précaution, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un renversement qui laisse entendre que l'intérêt général n'existe plus, il n'y a plus que des intérêts particuliers. Bernard, et puis après on donne la parole. Un mot, Bernard, rapidement, après on donne la parole à madame. Très bref, c'est la raison pour laquelle, bien souvent, l'usager est considéré comme un client, puisque vous avez une attente personnelle et la réponse doit être personnalisée. Par rapport à la question que vous posez, il y a un exemple pratique. Vous voyez les atomes, comme on les a enseignés, pour l'ami imaginaire. Je suis lié à un atome à gauche, un atome à droite, et peut-être à un troisième atome, et chacun peut avoir une vue différente de l'autre atome. C'est ça. Madame. Oui, bonjour, je suis élue à Villeneuve-de-Morsan. Je voudrais juste dire que, après 2 heures d'entente, la laïcité, c'est une affaire, c'est pas quelque chose qui doit retomber que sur les agents. C'est l'affaire de tous, la laïcité. Ce n'est pas 6 millions d'agents qui vont être chargés de cette mission de protection de la laïcité. On ne naît pas laïque, on le devient. Et moi, j'insiste là-dessus parce que c'est toute une éducation. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de dire que tout le monde est concerné par cette laïcité. Et voilà, comme Simone de Beauvoir a dit, on ne naît pas femme, on le devient. Voilà. Oui, sur l'éducation, puisque... Non, vous voulez dire, Philippe, un mot, on va vous donner le micro. Il est parti, ah oui, voilà. Allez-y, Philippe. Effectivement, les fonctionnaires se doivent d'être neutres, etc., etc. Et c'est vrai que, comme vient de le dire Madame, il ne faut pas confondre la laïcité de l'État et des fonctionnaires comme si l'ensemble de la société civile était soumise aux mêmes règles. Donc ça, c'est une chose fondamentale et essentielle. Il n'en reste pas moins, Madame, que ce que vous avez dit a une signification. Il y a une très belle expression qui est, je crois, d'un historien, Claude Nicollet, qui parle de la laïcité intérieure. Et ça, je pense que ça devrait régir les relations entre les êtres humains d'une manière générale, et pourquoi pas créer une situation d'amitié réelle grâce à un exercice imaginaire, à savoir que j'ai beau avoir des convictions politiques, religieuses, etc., il faut bien que je comprenne que les autres ne les partagent pas nécessairement. Et ça suppose, non pas d'abandonner ses convictions, mais ça suppose une forme de retrait qui crée un espace qui serait l'espace public et qui ne serait justement pas cette espèce d'addition, d'individualité agressive, en quelque sorte, et atomique, sans relation les unes avec les autres. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je vais demander à Yvan Savary de dire quelques mots, directeur du centre de gestion du personnel latéral d'Irlande, puisqu'il a été, c'était assez d'ailleurs étonnant, on est passé de la laïcité à l'amitié. Je trouve que c'est une belle relation. Et juste petit conseil de lecture, si vous avez l'occasion, même si c'est parfois peut-être un peu compliqué, mais regardez peut-être d'un côté chez Emmanuel Lévinas ce qui a été dit et ce qu'il a dit sur l'amitié, parce que ça reste quand même de très beaux textes. Et puis vous avez aussi, je crois, un très beau texte de Jacques Derrida sur l'amitié. Voilà. Yvan. Je vais être très, très rapide, juste vous remercier pour ces débats de haute volée. Hein. Je pense qu'on avait vraiment des intervenants de grande qualité. Moi, je m'étonne toujours finalement que la question de la laïcité soit toujours pas réglée ou revienne finalement toujours sur l'actualité. Moi, je crois que la cause en est la tendance à l'individualisation et le fait qu'on reconnaisse davantage les individus et qu'on perd l'intérêt collectif et l'intérêt général. Moi, je crois que c'est un des problèmes de notre société aujourd'hui. Donc, je crois que c'est pour ça que la laïcité aujourd'hui est un phénomène, c'est un sujet, une valeur dont on parle tant. C'est qu'en fait, on est en train de la sacrifier sur le dos de la reconnaissance des individus.
Et je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Et nous, en tant que fonctionnaires, justement, c'est de rappeler à chaque fois le service public, le rôle de l'intérêt général qu'on poursuit. Et c'est un sacerdoce pour chacun d'entre nous, parce qu'au quotidien, on se bat justement pour le rappeler. Et quand... Le sacerdoce, c'est aussi un terme oui, à la fois religieux, tout à fait. Donc voilà, donc c'est un vrai travail au quotidien pour les serviteurs du service public, et les vocations étant de plus en plus rares, c'est aussi une difficulté, et je crois que les agents du service public ont besoin de formation en la matière. Voilà, programme de cet après-midi, il y aura quelques scénettes justement pour mettre en pratique, incarner les sujets de laïcité auxquels vous pouvez être confrontés en tant qu'agent ou élu. À partir de 14h, M. Petot, on vous y attend. Hein. Oui, tu as raison. Et puis bon, je voulais finir par une petite pichenette, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a un président qui va à Notre-Dame, c'est ça, c'est aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, demain, je ne sais plus. Demain. Bon, je ne suis pas au courant de son agenda, il ne m'a pas communiqué. Mais bon, c'est quand même marrant de parler laïcité, de se dire qu'on a un président, alors il ne va pas communier. Hein, ce matin à la radio, on nous disait il ne va pas communier, bon, on est rassurés. Mais bon, c'est assez rigolo, petite pichenette, dans un contexte où voilà, on arrive à la loi de 1905 sur la laïcité, et on nous parle d'un président qui va inaugurer. Alors certes, ça appartient à l'État, mais quand même. Je précise, parce que j'ai été quand même élevé, comme d'autres, chez les bons pères, que quand on est marié à une divorcée, et civilement, on n'a pas le droit de communier. Pardon. C'est le droit canon, hein.